Top 10 all time. C'est lundi. Oui. C'est le meilleur jour de la semaine. Le best day of the week. Celui-là même qui fait que on attend la fin du dimanche avec impatience. Celui-là même qui fait que les week-ends ne paraissent de plus en plus longs. Et là, t'arrives le vendredi soir, tu fais, attends, mais putain, encore 48 heures avant lundi. Oh là là. Qu'est-ce que je vais faire mon samedi et mon dimanche, quoi. Qu'est-ce que ma vie est éternellement chiante. On s'installe peinard en vous faisant la bise, c'est le lundi. Et donc, on démarre bien la semaine avec un top 10. Bon appétit à toutes et à tous. Ma team trône. Bon, pas parce exactement. Que vous mangez sur le trône, hein, ou vous mangez des trucs bizarres, mais oui. La team chips, saucisson, mayonnaise. Et quinoa pour la bonne conscience. Ouais, bien sûr, pour la bonne conscience. Ouais, c'est ça. La team pamplemousse, feuille de salade, évidemment. Ma team sans gluten. Hein. La team quiche Lorraine. Parce que j'ai vu ça passer là. Ouais, hashtag huile de palmier, tout ça, faites gaffe à vous. C'est et la team important. Nutella, bien sûr. Et oui, et que vous soyez en train de faire du workout ou dans les bouchons aux toilettes. On est le lundi et donc on démarre bien la semaine avec un petit top 10 all-time des joueurs sous-estimés. Quoi ? Mais attends, c'est quoi ? Comment est-ce que tu fais un truc pareil ? Parce qu'il y en a plein des joueurs sous-estimés dans l'histoire. Il y en a plein. Mais il y en a où t'es là, tu regardes les stats, tu regardes un peu le palmarès. C'est bizarre. Tu regardes ce que le mec a accompli à son époque. Tu regardes les éventuels records qu'il détient toujours. Tout à fait. Ou les clubs très fermés dans lesquels il est rentré, dans lesquels il y a finalement très peu de monde, tu vois, ce genre de choses. Et après, tu fais, mais on parle jamais de ce gars. On parle jamais de ce gars. Et puis après, tu fais un classement un peu par poste et tu fais, pourquoi je pense à 13 noms avant le sien ? Ouais. C'est bizarre. Ouais. C'est pas normal. Ça veut dire qu'il est sous-estimé. Ou alors tu fais un classement par poste et tu fais, pourquoi je le mettrais bien dans mon top 10 mais que personne parle jamais de lui ? Tu vois, j'ai Kevin Love devant lui. Ouais. Je comprends pas. Ce genre de réflexion qu'on a et que vous pouvez forcément avoir, car les joueurs sous-estimés, il y en a plein. Dans chaque franchise, dans l'histoire, il y a des joueurs qui ont été sous-estimés. Voilà. Après, il faut être honnête, il faut le dire, les joueurs des années 50, 60, 70, même 80, pas mal, sous-médiatisés. ont forcément pâti d'une sous-médiatisation par rapport aux joueurs des années 90, 2000 et 2010 aujourd'hui, puisque bien sûr. Avec l'explosion de la NBA dans les années 90, la téloche, puis les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook, le Minitel, tout ça. Tout à fait. Ce qui fait que ces joueurs-là qui seraient YouTube, peut-être des randoms total dans les années 80, aujourd'hui sont un peu plus connus. Disons qu'il y a des joueurs dont on va parler là. Ouais. S'ils jouaient en ce moment, ça serait de la resta de ouf. Des grosses trônes. Ah, c'est vrai, hein. Ils auraient des contrats chez Nike, genre bien cher, des montants indécents. C'est vrai, hein. Clairement, des statues de 50 mètres de haut. Ah non, mais c'est même pas une expression, c'est qu'il y a des légendes vraiment du jeu. C'est un côté sous-estimé. Tout à fait. Et après, évidemment, on le rappelle parce qu'il y a des top 10 où parfois c'est bien d'être objectif, mais il y a des top 10 où pour le coup, ça rentre quand même dedans. Donc là, pour les sous-estimés, c'est vraiment très lié aussi à ce que nous on voit. Ça veut pas dire qu'on va avoir aucun joueur en rapport. Il y en a plein qu'on peut avoir en rapport. Il y a des joueurs, on le voit par rapport à leur palmarès ou ce qu'ils ont fait, où tu es forcément d'accord avec beaucoup d'observateurs. Mais il y a la façon aussi dont chacun observe un joueur. C'est-à-dire que peut-être que pour toi, on va faire les mentions après, mais il y a un joueur que moi je vais trouver normalement estimé. Il y a une dose de perception, il y a une dose générationnelle aussi, c'est-à-dire que un mec de 18 ans aujourd'hui va pas avoir la même vision que quelqu'un d'un poil plus vieux comme les gens de ma génération par exemple, qui ont eu la chance de voir jouer Jordan en direct par exemple, hein, la chance quand même que c'est ça quand même mine de rien. Et des gens qui vont regarder cette vidéo tout à fait dans 15 ans et qui vont faire putain les mecs ils ont quand même vu Dirk jouer en direct quoi. Exactement. Et peut-être que si on devait refaire ce top 10 dans 20 ans, on serait là, on ferait genre wesh, James Harden, comment il est sous-estimé en fait, genre on parle jamais de lui. Vous avez vu ses stats dans les années 2010, genre l'autre, voilà quoi, tu vois ce que je veux dire ? Mais Rudy Gobert c'était une dinguerie. Ouais. Vraiment, on était là, alors merde. C'est ça le truc. Qui a été défenseur de l'année en NBA. Ouais. À aujourd'hui, quand on fait ce top 10, il y a un côté décalage de médiatisation qui forcément donne de la sous-estimation à certains joueurs. Il y a aussi, et purement et simplement, au-delà de la sous-médiatisation, des joueurs qui ont des stats de monstres et finalement, ils sont pas autant médiatisés ou reconnus dès qu'on fait les discussions des meilleurs. Parce que c'est ça souvent, c'est la discussion des meilleurs joueurs all-time. Chaque fois qu'on est là, on se dit ah bah merde, putain, en faisant ce classement, je me rends compte que j'ai oublié telle ou telle personne. C'est un exercice vraiment, on vous invite à le faire. Nous, quand on l'a préparé un petit peu, toi de ton côté et moi du mien, c'est un exercice où tu fais par exemple des posts ou des meilleurs joueurs all-time et tu te dis putain, mais pourquoi lui à chaque fois je le zappe ? C'est probablement aussi parce qu'il est sous-estimé. Dans tous les cas, il n'y a pas un top 10 pour Todo Lamonde, c'est vraiment chacun son truc. Et on va commencer par les petites mentions. Allez.
Des mentions, on peut commencer. J'ai envie de dire, par exemple, dans la NBA actuelle et ceux qui le voient, je me permets, c'est pas un all-timer, mais toute sa carrière, Mike Conley a été sous-estimé. Oui, d'accord. Bon, oui, ok. D'accord, c'est vrai. Non, mais en termes de juste, C'est vrai. Si on fait tous les critères d'un joueur qui a toujours eu un très bon niveau, qui a été régulier, mais qui n'a jamais été All-Star, bon, ça se mentionne. C'est vrai. C'est vrai que le fait qu'il ait jamais été All-Star est un bon argument pour dire qu'il est un peu estimé. Il y a des mecs qui ont plus d'étoiles sur leur CV et qui ont un tiers du talent de Mike Conley. Ouais, il y en a peut-être pas tant que ça non plus. Hein. Non, mais Jeff Teague, j'y pense très fort. Oui, Jeff Teague, ouais, il a une étoile. Ouais. Il a été All-Star une fois. Ouais, voilà. Ouais. Je suis pas sûr qu'un Kemba Walker soit... Il a été meneur d'une équipe à 60 wins. Ouais. Je suis pas sûr que, par exemple, un Kemba Walker, j'ai pas envie d'entrer dans un débat, mais soit incroyablement plus fort que Mike Conley. Non, mais je peux comprendre... L'autre, il est titulaire All-Star, par exemple. Ouais. C'est clair choses. que Mike Conley aussi a pâti de la concurrence. C'est ça. Et l'autre, il a Lillard, il a Steph Curry, il a Westbrook, et il y en a plein un paquet comme ça. Là, on va faire genre, né au mauvais endroit, mauvais moment, mauvaise compétition. Mauvais moment, ou alors... dynastie. C'est bien, il a des bagues, il a des gros coéquipiers, mais du coup, on parle jamais de lui. C'est ça. Ou alors, merde, en fait, j'étais trop fort, mais j'étais en plein milieu d'une dynastie, donc j'ai tout le temps perdu. Je tag Scottie Pippen, que je n'ai pas rentré dans mon top 10, moi. Ben oui. Moi, je le trouve estimé. Moi, je le trouve sous-estimé, Scottie Pippen. Je m'explique, dans le sens où, évidemment, vu qu'il a joué à côté de Jordan dans les Bulls des années 90 monstrueux et qu'il a 6 bagues, tout le monde le connaît, tu vois. Donc, dans ce sens-là, il est pas trop sous-estimé, et c'est pour ça que je le rentre pas dans mon top 10. Par contre, il est trop, genre, le sidekick de Jordan, le super lieutenant, tu vois. Et je me dis que c'est le genre de mec où c'est génial pour son palmarès d'équipe, son palmarès collectif. Je me dis que Pippen, s'il avait eu sa franchise assez rapidement, genre il avait joué que 2-3 saisons au Bulls, tu vois, mettons, puis il y aurait eu un trade, il aurait eu sa franchise, je pense qu'il aurait été défenseur de l'année au moins une fois ou deux, peut-être, clairement. Je pense qu'il aurait tourné genre hyper longtemps, comme il tournait sans Jordan pendant la première retraite, tu vois, là en 22-8-6, là, tu sais, le truc un peu sale avec 2 interceptions et tout. Bien sûr. Et donc je pense que du coup, il serait un peu plus waouh quand on parle de lui en termes de stats, ce genre de choses. Tout à fait, mais du coup, je le rentre pas dans mes 10, mais je le considère quand même un peu comme sous-estimé. Bah, dans le même genre, un petit peu de joueur qui est bien classé dans le all-timer que tout le monde connaît, mais après en estimation totale, John Stockton. Tout le monde s'en branle, le John Stockton. Tout le monde s'en branle. Plein. Mais il sort tout le temps dans les classements parce que ses chiffres sont hallucinants. Parce que ses chiffres sont là, mais John Stockton, quand tu le regardes, l'appréciation que se font les gens un petit peu sur lui, tu te dis, bah non, c'était un mec qui faisait quelques passes ici ou là, et puis qui scorait quand il le fallait, mais en fait, c'est peut-être un petit peu un des meilleurs meneurs de l'histoire. Sa personnalité. Sa personnalité aussi qui va. Attends, bien sûr. Là, je te trouve un... Ouais, voilà. Non, mais c'est un des meilleurs meneurs de l'histoire, mais c'est juste que quand les gens parlent, ils vont te dire, ouais, je préfère tellement Westbrook, je préfère tellement Oscar Robertson et Isaiah Thomas et machin et truc, alors que lui, en fait, il est dans la discussion totale, quoi, tu vois. Alors que lui, il a des records intouchables. Et même, je trouve qu'il aurait pu être vraiment meilleur s'il n'était pas aussi en dépendance par rapport à Karl Malone. Si ça se trouve, il aurait pu scorer beaucoup plus, monsieur Johnson. Il aurait peut-être fait moins de passes d'ess, par contre. Bah, il aurait peut-être fait une carrière en 20-10. Ouais, ça voilà. aurait été cool. Ouais, tout à fait. Ça pendant 19 saisons, en manquant 11 matchs. Non, bien sûr, c'est... Non, John Stockton peut éventuellement rentrer là-dedans. Toujours en mention, Adrian Dantley. Évidemment. Il y a des ailiers, là, on va y aller. Bernard King, Adrian Dantley... Bernard King, clairement. Alex English. Alors, Bernard King, ce qui est intéressant... Juste English, tu les as pas entendu ? Si, je crois que c'est. Ah, pardon. Hop là. Ok, ouais, si, Bernard King, Adrian Dantley, ouais. Je l'ai. Bon, ça va, je l'ai pas non plus tout en haut, mais je l'ai. Ouais, Alex English, je l'ai, obligé. Mais Adrian Dantley et Bernard King, parce qu'il a été quand même meilleur scoreur dans les années 80, l'autre. Quand même, à 32,5 points par match. Enfin, tu vois, genre... ça commence à être sale, quoi. Après, je crois que c'est quand même une saison où il joue que 60 et quelques matchs. Et puis il y a son retour après son énorme blessure au genou, où le mec réussit à revenir et petit à petit à regravir les échelons et à revenir All-Star à 28 points par match. Ouais, clairement. Ah non, c'est énorme comme parcours. Ça, c'est énorme. Un mec qui ferait ça aujourd'hui, on serait là genre, waouh, incroyable. Et Adrian Dantley, dans les années 80, l'autre, il a 7 saisons de suite à plus de 25 points, dont 4 au milieu de suite à plus de 30 points par match, donc 2 fois meilleur scoreur. Ah, bien sûr. Donc là, Adrian Dantley... Non, c'était du gros scoreur qui après est passé par Détroit, c'est à Utah qu'il avait fait du sale. Par rapport au scoreur que c'est, bien sûr. Inconnu au bataillon, limite, tu sais, enfin, genre, ça c'est, voilà, typique, Hall of Fame, 6 fois All-Star, alors qu'en fait,
on sort jamais quoi. Je sais pas si Sort tu jamais, as un certain Bob dans tes 10 ou pas. Non, il est pas dans mes 10. Bah Bob McAdoo, allons-y. Hein. Ouais. Ah, j'ai 2 Bob. Bob McAdoo, oui, 2 oui. Bob en mention, pas dans mes 10. Mais il y a Bob McAdoo, évidemment on vous laissera regarder, mais pareil en termes de polyvalence de joueur, de ce qu'il a été capable de faire, d'être aussi dominant à son poste, de shooter, un des premiers bigs Stretch vraiment pivot. qui stretch, hein, tout à fait, qui va dominer à titre individuel et même collectif, hein, ça va assez loin avec ses équipes, Bob McAdoo, qui après en plus s'ajuste, parce qu'il y a ça aussi, on regarde souvent les statistiques parce que c'est des joueurs qu'on a peut-être pas pu voir en live, mais aussi l'ajustement. Bob McAdoo, c'est un mec qui a dit, bon bah, si pour les Lakers il faut que je sois en sortie de banc, c'est très bien comme attitude. Et ça malheureusement on ne le loue pas assez. Bob McAdoo, c'est une légende du game. Bob Petite. Bob Petite, évidemment, premier éléphant fort de l'histoire. Premier MVP de l'histoire. Atlanta. Faut bien représenter. Le mec, il fait un match à combien ? 50 points 50 points pour son finish. Hein, c'est ça, pour finir une finale. On n'en parle jamais. Enfin, on en a parlé il y a pas longtemps. Bien sûr, bien sûr. Je sais plus qu'est-ce que c'était comme Oui, et top puis 10. au milieu des Bowie, il était là genre Je sais Chamberlain, plus ce que Lee c'était Russell, je peux gagner un titre ou Je pas? sais même plus ce que c'était comme top 10, mais je sais qu'on a parlé de ça. Si, ouais, c'est les tournants c'est les Non, c'est pas les tournants. Non, c'est les plus grosses performances de Nosage. Performance de playoff peut-être. Ouais, probablement. Ouais, Single c'est ça. playoff performance. Ouais. Probablement. Bref, donc oui, non, clairement Petit, assez ça se sous-estimé. Qu'est-ce que j'ai envie de mentionner ? Earl Monroe. Earl Monroe, c'est sous-estimé. Earl Ça. de Pearl, pardon, genre en termes... Juste, là, on peut partir en statistiques si vous voulez, mais on peut surtout parler d'impact sur le jeu en lui-même, parce qu'il y a des mecs statistiques, on en a parlé là, mais aussi juste en termes techniques. Les spin Bien moves, sûr. les premiers gros vrais spin moves de la street, c'est Earl Monroe aussi qui les rapporte en NBA. Je dis pas que c'est le premier à le faire, mais c'est lui qui va les démocratiser. Bien sûr. Fat Lever, on mentionne. Mec a quand même plus de 40 triple-doubles en carrière. Mec très très complet, vraiment le combo guard qui prend genre dans ses grandes années, Fat Lever c'est genre 20 points, 9 rebonds, 8 passes. Tout à fait, guard. bien sûr. Tu vois ? Tout à fait. Donc c'est lourd. C'est très très lourd. Dans les années un peu plus hautes, parce qu'il y en a plein qui nous regardent et qui soit connaissent bien la NBA des années 80-90 et surtout des 2000. On parle de Sean Elliott. Ouais, grave. Sean Elliott. Quand Sean Elliott était chaud. Ah, puis spectacle et tout. Et spectacle et tout. Sean Elliott, c'était la base. Et pourtant, dans les IA, on est là genre... rien à foutre. Assez sous-estimé aussi, c'est vrai, Sean Elliott. Je suis d'accord, on peut le mettre là-dedans. Est-ce qu'on peut rentrer Dennis Johnson dans ces mecs-là ? On peut, ouais. Franchement, hein, Bien sûr. on parle jamais de lui. Il a quand même été MVP des finales. Bon, avec les Sonics en 79, si je dis pas de conneries. Et ensuite, il a gagné 2 autres bagues avec les Celtics de Bird, McHale, Parrish. Il a accepté le taf de l'ombre. Il était un enfer pour les arrières et les guards, les meneurs arrière adverses, pendant que Bird et McHale se chopaient un peu tout le shine, hein, sans vouloir. Enfin, tu vois, genre, quand on pense aux grands Celtics, on pense à Bird et McHale, on pense pas beaucoup à Dennis Johnson. Ouais, mais très peu à Dennis Johnson. On est d'accord. Alors que finalement, il est là en 84 et en 86. Ah bah bien sûr. Hein. Il est grave là. Monsieur Sean Marion. Sean Marion, quand même. Quand on regarde la carrière un peu en arrière en termes de polyvalence, un joueur qui soit aussi complet. Tiens Sean, tu peux jouer pivot s'il te plaît, parce qu'en fait je m'appelle Mike D'Antoni et en fait ça m'arrangerait que tu joues pivot. Il a fait un match, moi je crois qu'il a 38, 22, 4, 5, 7. À peu près. Sean Marion était capable, pareil, hein, pour ceux qui l'ont vu un petit peu jouer dans la même veine, des joueurs très polyvalents, assez sous-estimés, Andrei Kirilenko. Le Sean Marion All-Star de Phoenix, c'est 21-12. Hein. Bien sûr, et quand Andrei Kirilenko était dans son prime aussi, Kirilenko, on n'en parle pas souvent. Pas grand-chose à dire. Après, ça n'a peut-être pas duré assez longtemps, Andrei Kirilenko. Mais le prime de Kiri, ouais, c'est vrai que c'était bien. Je n'ai pas rentré un petit duo de garçons qui parlent une langue qui vient de Madrid. Mais ils viennent pas tous les deux de Madrid, hein, attention, hein, mais c'est la langue. Hein. Mais peut-être que je vais te spoiler. C'est des grands ? Il y a un grand et un plus petit. Un plus petit avec une patte gauche que j'ai pas mis dans mon top 10. Manu Ginobili. Ah non, ça c'est bon. Ça se mentionne, je l'ai pas rentré dans mon top 10 parce que j'estime qu'on le connaît bien finalement, qu'il a quand même joui d'une belle médiatisation, les Eurostep, les highlights de Manu Ginobili, mine de rien ça circule bien. En fait, la chance qu'il a eue lui quelque part, c'est que l'époque dans laquelle il a joué plus son côté génial ont fait qu'il a circulé. Bien sûr. Et puis champion olympique aussi 2004, ça aide bien. Tu vois, donc je le rentre pas dans mon top 10, mais concrètement Manu Ginobili, souvent on parle de lui comme un des 12, 13e meilleurs arrières de l'histoire. Pas assez bien. Ouais, c'est clair. Ça, c'est ce qu'il aime. Hein. Je l'ai pas mis dans mes 10 et c'est un exploit sur cette chaîne qu'il y a un top 10 où je mette pas Manu Ginobili. Ouais, c'est-à-dire que peut-être Bastien n'a pas mis de joueur des Spurs dans ses 10 quoi. Il y en a pas. T'as vu ça ? Je suis capable aussi parfois d'être objectif. Je suis sûr qu'il y a des joueurs des Suns dans les Non. Ah ouais ? non. Oh là là là. Non, je pense pas. Objectivité totale. Voilà. Enfin bref, dans les mentions, il y en a plein. De toute façon, c'est simple. Vous pouvez prendre chaque franchise et il y aura quelqu'un, Jacques Sikma, Rick Smith,
J'ai pas cité Sidney Moncrief. Ouais. Mec, il a 2 défenseurs de l'année de suite. Ben là. ouais. On parle jamais de lui. Pourtant, les Bucks des années 80, fallait se les fader. Hein. Et Hornacek, c'est pas qu'un coach. Hein. Allez, regardez le bout de carrière. Ouais, hein. c'est vrai. Il y a des mecs comme ça. Vous prenez n'importe quelle franchise, il y aura forcément quelqu'un qui est un petit peu sous-estimé. Bref, si vous en avez, n'hésitez pas déjà à les mettre sur un bout de papier. Nous, on va sortir la plancha. Le top 10. On a sorti la plancha. Le top 10. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai en 10, moi? Donc on prend la planche, on prend le feutre. Ils sont dégueulasses nos planches. Hein. Faut qu'on fasse quelque chose. Hein. Moi, je trouve que ça va très bien. Ça montre. Un enfer. Hein. Non, parce que ça, sinon il y aurait pas. Ça monte sa taf. Hein. Ouais, voilà. Et puis il y a une certaine ancienneté. Moi, j'aime bien. J'ai pas envie que ce soit beau. Allez, place numéro 10. The Rock. Alex English. Alex, tu parles anglais? Elle est belle, non? Magnifique. Applaudissez, s'il vous plaît. Mitch Richmond. J'ai mis The Rock. Pas dans mes 10, Mitch Richmond. Il y en aura plein de toute façon qu'on aura. Il y en aura quelques-uns. Il est pas dans mes 10, mais je l'ai pas mentionné parce que je me doutais. Il a gratté, puis finalement, je me suis dit. Que j'allais m'en occuper après. Voilà. Que bon. Alex English. J'allais pas le rentrer. Alex English. Le truc, c'est qu'Alex English. Déjà, il s'appelle Alex, ça c'est quand même un peu la classe. Là, c'est encore mieux que ma blague. Ça. Ouais. On est en forme, son surnom, c'est The Blade. The Blade. C'est classe. Moi, ça, j'aime bien. The Blade. Décidément. Non, c'est vrai. Bien sûr. C'est la lame. C'est lame. Hein, on traduit littéralement. L'épée, la lame, comme vous voulez. C'est quand même un monsieur qui, en quasiment 1200 matchs de saison régulière, a tourné à 21,5 points de moyenne. Pour un petit total sympathico de 25 000, je pourrais des brouettes, qui doit l'emmener, là j'ai pas le truc sous les yeux, mais je suis sûr il est top 20. Oh, il est meilleur score all time. Ouais, il est top prolifique, ouais, tout à fait. Prolifique, hein, oui, je parle. Et puis, dans le genre meilleur, genre dur à contrer, c'est-à-dire que shoot un geste, vous irez voir des images d'Alex English, mais le geste est très très haut, c'est du mid-range, genre... cherchez pas où DeRozan. Non mais la team DeRozan, la team Middleton, CJ McCollum, tous ces gars-là, quelque part, il y a beaucoup de. Je dis pas qu'ils ont maté des vidéos d'Alex English, mais clairement, il est le papa de tous ces joueurs-là. Quoi. Bien sûr, il y a le père fondateur, un peu du tir à mi-distance, et beaucoup comparé quand KD est arrivé en NBA, on le compare aussi à Alex English. Ouais, parce qu'il est longiligne. Hein. Alex English, allez le voir, il est moins grand que KD, il doit faire 2m03, mais c'est pas gros, c'est longiligne, ça se déplace vite. Comme un certain George Gervin. Ça dribble assez bien. Dans les sous-estimés, il est en mention, parce que moi je l'ai pas dans mes 10. Moi non plus, tu vois, parce qu'on parle beaucoup de lui, on a parlé beaucoup de lui grâce à Klay Thompson. Allez. Mais ça, Alex English, franchement, on parle jamais de lui. Et qui a contribué techniquement au jeu. Hein. Exactement. Et donc, en termes de nombre de points marqués en carrière, pour le situer, c'est devant Reggie Miller, c'est devant Allen Iverson, c'est devant Dwayne Wade, c'est devant, t'es devant quoi. C'est devant Charles Barkley, c'est devant Clyde Drexler. C'est devant des garçons qu'on connaît peut-être plus que lui. Donc voilà, donc je l'ai mis en 10 perso. Alors toi t'as mis Mitch. Moi j'ai mis Mitch Richmond. D'ailleurs juste pour Alex English, pour boucler la boucle, vous irez voir, on a déjà parlé dans quelques vidéos, le transfert entre je crois les Pacers et les Nuggets pour récupérer Alex English. On remerciera George McGuinness évidemment je crois pour voilà, c'est un truc de fin de soirée, c'est sympa. Mitch Richmond, The Rock. Ça aussi, en termes de surnoms, il y aura 2-3, je pense, des surnoms, là, dans les mecs qu'on va mentionner. The Rock, un des joueurs, notamment, qui me fait kiffer et que je trouve sous-estimé pour 2 raisons simples. La première, la polyvalence est là. On sait, très bon shooter, très bon scoreur, excellent défenseur, adoubé par Jordan, qui disait lui-même, putain, en termes de sous-estimé, fait chier à jouer. J'avoue. Et puis Mitch Richmond, s'il est dans ce top 10, c'est parce que t'as joué dans des équipes de losers. Donc c'était un peu compliqué d'avoir de l'exposition médiatique dans une ère pourtant médiatique. Il a subi des trades de merde. Hein. Il a subi des trades de merde. Parce il est à Sacramento et avant il était à Golden State. Laurent TMC qui est cassé. Tout à fait. C'est Mitch Richmond qui se fait trader. Et Mitch Richmond aurait dû cartonner à Golden State et il était très fort dès sa sortie d'université. Contre Billy Owens, très sympathique. Merci les Warriors. C'était pas Joe Lacob à l'époque. Hein. C'était pas Bob Myers. C'était Bob Myers. Mais Mitch Richmond, qui non seulement est tombé sur la génération de Jordan comme pas mal d'autres joueurs et donc qui ont dû s'incliner au mois d'avril, de mai et de juin. Et puis en fait, il s'est retrouvé très souvent dans des équipes de merde. Alors que dans le jeu, et c'est ça aussi dans ce top 10, c'est qu'on a des joueurs, parfois on va voir avec des gros palmarès, et on a des joueurs aussi qui étaient juste très très forts d'octobre à avril, mais qui juste n'étaient pas en playoff et qui get buckets tout le temps. Mitch Richmond, un des rares joueurs dans l'histoire de la NBA, je crois qu'ils ne sont pas très nombreux, à avoir fait ses 10 premières saisons à 20 points de moyenne. De la saison rookie à la 10e, hein. Ça ne descend jamais sous les 20.
En termes de régularité, quand même. C'est sérieux, c'est sérieux. C'est très très sérieux. Garçon sérieux. On passe en place numéro 9. Hop. Attention, blasphème tricolore. Sam Jones. Pau Gasol. Je crois qu'on a le même nombre de lettres. Sam Jones. Ah, Sam Jones, je suis sûr il y a des gens qui sont en train de taper son nom là sur Wikipédia en regardant le top 10 parce qu'ils savent pas qui c'est. Alors qu'en fait, le mec, c'est le 2e joueur le plus bagué de l'histoire NBA. Ouais, mais il a profité de Bill Russell. Ouais, mais c'est le 2e joueur le plus bagué de l'histoire NBA. Il y a combien de bagues ? 10. Voilà. 10 bagues. Alors, on parle tout le temps des grands Celtics, de Bill Russell et Bob Cousy. On mentionne que très peu Monsieur Sam Jones, quoi. Et c'est fou, parce que non seulement il était l'arrière titulaire quasiment dès le début, non seulement il a raté la première, je crois, bague ou un truc comme ça. Après, il a les 10 jusqu'en 69. Avec 9 finales d'affilée. Il est tout le temps là. Il est titulaire. Il y a des saisons dans le milieu des années 60, il y a des saisons à 26 points, 5 rebonds, 3 passes, tu vois, des grosses saisons d'arrière. Genre où il est, en fait, ça se trouve, c'est lui le meilleur scoreur des Celtics champions plusieurs saisons. Tu vois, genre, c'est quand même pas rien la phrase que je viens de dire, en fait. Et il va se retirer comme Bill Russell en 69, sur une finale gagnée en 7 à Los Angeles. Tranquillou. Un match lors duquel il se fera expulser, d'ailleurs. C'est marrant, tu vois, pour 6 fautes, il sortira. Il y a les images existent, le forum d'Inglewood, vous voyez, c'est assez timide, mais ils applaudissent quand même un joueur des Celtics, c'est Sam Jones quand même. C'est pas mal, tu vois, parce qu'ils savent que c'est son dernier match et tout. Il fait partie des 50 greatest of all time de 97. Oui. À la mi-temps, là, du All-Star Game, c'est à la mi-temps, je sais pas. Oui, il est là, il monte avec sa petite veste Celtics, machin et tout. Il est là, pépère. Donc, non, Sam Jones, lourd, très sous-estimé, inconnu au bataillon. Il serait là aujourd'hui, c'est Bradley Beal en fait, voire plus fort. Il pourrait y avoir de ça, il y a du. Tu vois, un peu de genre, je sais pas. Tellement difficile de comparer des mecs des années 60 à aujourd'hui, mais en tout cas, il y a de ça. Ouais. Un des premiers à vraiment très bien utiliser la planche. Notamment Monsieur Sam Jones. Genre sans ballon. Shoot avec la planche. Sans ballon. Ouais. Ben oui, bien sûr que Monsieur Pau Gasol est sous-estimé. De quoi on parle ? Parce que je l'ai pas cité tout à l'heure, mais je voulais le mettre en mention. On en parlait avec Manu. Il manque pas de médiatisation. Pau Gasol, on le connaît fort bien sur l'Hexagone, on connaît fort bien en NBA, mais pour ça que je l'ai pas mis. C'est un peu comme Manu pour moi. Quand Pau Gasol va prendre sa retraite et qu'on va regarder en arrière, on va faire attends. Bon, déjà, juste, on va faire le débat, un de ces 4 des meilleurs joueurs de l'histoire de FIBA. Juste tout simple. Il y a un débat vraiment ? Non, mais sincèrement, je pose vraiment la question. Parce que moi, j'ai envie de mettre Pau Gasol en 1. Après, tu peux toujours foutre des Oscar Schmidt et des machins et des trucs. Ouais, ou Manu. Ou Manu, par exemple, ou d'autres joueurs. Tony, mais en tout cas, Pau Gasol est dans la discussion. Bien sûr. Mais Pau Gasol est dans la discussion. Dirk. En NBA, il y a tout ce qu'il faut en termes de All-Star Game sur juste le palmarès. Bague. D'avoir été chercher de la bague avec les Lakers de Kobe. Coéquipier, justement. Tout. Qu'est-ce que ne savait pas quand on va regarder? Il y a des stats. Il y a de la stat. Et qu'est-ce que ne savait pas faire Pau Gasol sur un terrain de basket? Il y a tous les fondamentaux. Il y a le coéquipier, le cerveau, shoot à distance qu'il a développé en fin de carrière, mi-distance, le jeu au poste, la défense, intelligence des couvertures. En plus de ça, il se conduit extrêmement bien. Genre, ok, nous ça fait chier. On a été français, on a pris la tannée plus d'une fois par Pau Gasol. Mais quel joueur! Genre, souvent on le met un cran en dessous parce que statistiquement il a pas fait les mêmes saisons que les Dirk, souvent on le met un cran en dessous parce qu'il est espagnol, j'ai cru. Non, ça j'allais y venir. Pas encore, c'était ma conclue. Non, mais pour le coup, parce qu'on le met souvent un cran en dessous Pau Gasol parce qu'il n'a pas fait des saisons all-time à la Dirk, à la KG, à la Duncan, à la tous les ailiers forts les plus grands. Il est quand même assez connu finalement. Mais il est connu tout à fait parce que. Pas si sous-estimé, moi. Oh, il est quand même. Enfin, pas tant que moi, ça, je le mettrais dans la discussion des meilleurs ailiers forts de l'histoire. Et souvent, on va le mettre dans un second rang avec les Rachid Wallace et les Jermaine O'Neal et ne sais-je et je sais pas quoi. Enfin, je trouve que c'est un petit peu méchant tout ça parce qu'on se base un petit peu trop souvent à la Ginobili sur les statistiques individuelles. Et Pau Gasol, ses statistiques individuelles en carrière, même si elles sont bien, ne sont pas folissimes. Mais Pau, tu l'aurais laissé un peu plus continuer, que ce soit Memphis ou ailleurs, sans avoir forcément le rôle de sidekick de Kobe, mais il aurait enchaîné les saisons en 25-12-4 sans problème. Monsieur Pau Gasol, voilà, c'était la minute en hommage aux Espagnols. Maintenant, allez vous faire mettre. On passe en 8. Place numéro 8.
8e joueur le plus sous-estimé de l'histoire. On rappelle, subjectivité totale. Ça, c'est en fonction de vos kiffs, notamment. Et voilà, je mets Walt Frazier. Ah, tu l'as mis aussi en 8 ? Alors là, Yes, sir. Cool. Ah bah là, pour le coup... c'est vrai que le mec, on parle pas souvent de lui, alors qu'il a fait péter un des plus gros Game 7 de l'histoire des finales NBA. Ouais, et puis la carrière complète. Et la carrière est ouf, mais le mec, déjà rien que pour son Game 7, normalement, on devrait parler de lui. Genre, normalement, tous les ans, il devrait y avoir un papier sur trashtalk.co le jour où, tu vois, ou Walt juste Frazier, un quoi. revival de Tu sais, la NBA, de hein. sur NBA TV, bien sûr. Il devrait. Puis En le plus, personnage complet. Commentateur de ouf, style vestimentaire. Style vestimentaire. Moi, je suis jaloux, quoi. Non, J'oserais jamais porter des vestes comme ça. Le mec, c'est un ouf. Moi, j'oserais. On devrait le faire. Mais bien sûr. Ouais, on devrait faire une soirée Walt Frazier. Bien sûr. Et mais tout le monde met sa veste la plus bariolée. Ça peut être bon, ça. Il a une paire de pompes iconiques, la Puma Clyde. Il y a des pompes qui ont traversé les années comme ça, c'est ouf. Donc, le style du gars, le style du joueur, ses stats, il a 2 bagues. Il est devenu un commentateur mythique pour les Knicks. Il a un style vestimentaire complètement fou. Le meilleur meneur de l'histoire d'une des franchises les plus médiatisées de tous les temps. Ouais. Et malgré ça, lui n'est pas si médiatisé que ça. Et en lui, tant on que est là, joueur. genre, ouais, Walt Frazier, c'est pas. Ouais, non, il y a vraiment une dissonance entre ce qu'il a accompli, dans quelle franchise il l'a fait, et ce qu'il est peu médiatisé derrière. 7 fois All Defensive. Après, c'est l'époque aussi, les années 70, forcément. 7 fois All Defensive, ouais, je dirais. Ouais. Presque tout terrain, de Walt Frazier, intercepteur athlète monstrueux, de malade. athlète dingue. Et ouais, à partir du moment où t'es le meilleur meneur de l'histoire des Knicks, après on peut débattre pendant des siècles. Bien sûr que c'est qui sinon? Je sais pas. Chris Child, non. Charlie Ward. Non, Raymond Felton. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, c'est sûr. Et rien que pour ça, il devrait être beaucoup plus respecté. Walt Frazier, merde. Quand même, allez voir. Et puis si vous pouvez vous faire une session là, les curieux, une session photo de Walt Frazier dans les années 70, tous vos looks là, rangez-vous. Et il y a son bouquin, Rocking Steady. Ouais, ça c'est un gros classique. Ça, avec des shit. Très important. Allez, place numéro 7. Eh bah tiens, on était d'accord sur un spot. Est-ce que ça va continuer? Alors, là j'étais sur Walt the Clyde. Eh bien je passe à... Arrête. Clyde, The Drexler. Quoi, tu l'as mis aussi? Oui. Bah. C'est pas cool. Bah non. Arrête de copier. Clyde Drexler, bah oui, évidemment. Moi, à la base, il est plus haut. Moi, à la base, il est plus bas. Je l'ai monté, je l'ai rentré dans mon top 10. Ah, il est tellement fort. Putain, moi, je pense qu'il souffre tellement d'être de la génération Jojo. Et ça, c'est un truc de ouf parce que sa carrière, ce qu'il a apporté et sa régularité, elle est complètement Il folle. aurait pu être le Pippen de Jordan. Il aurait pu être à la draft, à la draft. Bien sûr, bien sûr. Parce que Drexler arrive en NBA avant Jordan et Portland n'a sortie de fils la Major. Principalement pas pris Jordan en 2 parce qu'ils avaient déjà Drexler et qu'ils se disaient voilà. On va prendre la Joan. Bah non. Ils ont pris Sam Bowie. Bien sûr, parce qu'ils étaient de ses coéquipiers. Ouais, voilà. Mais tu vois, ils espéraient prendre la Joan. Donc, ils espéraient prendre la Joan parce qu'ils étaient coéquipiers à la fils Lamazama, les Cougars. C'est ça, c'est les Cougars. Les Cougars de Houston. C'est ça. En université. Bref, ça ne s'est pas fait. Mais c'est vrai que Monsieur Drexler, moi, je l'ai rentré par le bas pour l'arriver en 7ème parce que bon, mine de rien. Je l'ai rentré de très haut, putain. Il était top 5 à la base. Bah ouais, mais mine de rien. Il a quand même fait la Dream Team 92. Il a quand même été en finale NBA, donc il a quand même joui d'une certaine médiatisation. Je veux dire, moi, je l'ai vraiment vu jouer en live sur Canal+. Monsieur Drexler, tu vois, les finales de 92, mine de rien. Ensuite, il a été je sais pas combien de fois All-Star, il est Hall of Fame évidemment, mais c'est vrai que par rapport aux joueurs que c'est, par rapport à la sensation incroyable que tu as quand tu regardes des highlights de Clyde Drexler. Ouais, ou même des matchs complets quoi. The Clyde, c'est pas juste un surnom. Non, bien sûr. Le mec plane vraiment. Il vole, bien sûr. Il vole vraiment, il plane vraiment. Et puis, il y a certaines lignes de stats. La fin des années 80 là. On est tout le temps, Jordan, machin, tout. Putain, Drexler, les lignes de stats. Non, mais c'est ça, c'est que, en fait. La fin des années 80, c'est un truc de fou. Le problème, c'est que Drexler, souvent, et c'est ça, moi, qui me fait chier, c'est qu'on l'a vu, un peu parce que c'était un peu un gentleman aussi, mais donc il était déjà plutôt discret, donc il avait moins de sex appeal par rapport à d'autres joueurs. Il était de la même génération de Jordan, donc souvent on disait, bah voilà, comme avec la finale, avec le shrug de Jordan, on se disait, bon bah voilà, juste il n'y a pas de débat.
Et puis on a surtout, nous, là, à notre époque, le côté, ah putain, Drexler, commentateur de merde des Rockets, parce qu'on en connaît un paquet de légendes NBA qui disent de la merde au micro. Et donc le problème, c'est qu'à cause de ça, on dit, ouais, mais Drexler, il fait chier. Alors que, en tant que joueur, en tant qu'ailier, il est ouf. Et puis, ouf, d'une polyvalence. Polyvalence de ouf. On parle de 27 points, 8 rebonds, 6 passes, tu vois, dans ses meilleures saisons. Touché. Ensuite, il a toujours ragé de ça. Pour ceux qui ont lu Dream Team là, de Jack McCallum, ça explique bien qu'il n'a pas compris de ne pas être pris dans les 10 pour la Dream Team. Il a été pris en spot, tu sais, les spots, avec les spots en plus. Bien sûr, les spots. Drexler a jamais vraiment bien digéré ça, tu vois. Bah, normal. Ça a toujours été comme ça pour lui. Et donc, là, par exemple, là où tu vois, Pippen n'est pas rentré dans mon top 10, c'est que Pippen, lui, il a réussi à avoir beaucoup plus de shine. Bah, oui. Alors que, est-ce que Pippen est tellement un meilleur joueur que Drexler ? Non, Drexler, si tu regardes bien, si je dis pas de conneries, je vais vérifier, mais je crois que de sa 3e saison NBA à sa retraite, il y a toujours 18 points de moyenne. À 35 ans, sa dernière saison NBA, il a 18 points de moyenne. Non mais c'est chaud. Et encore, heureusement pour lui, il va pécho un titre en 95. Hein. Bien sûr. Ça se trouve, il aurait pu faire sa carrière sans titre. Hein. Mais c'est un joueur de ouf, vraiment. Et on ne l'apprécie vraiment pas assez. Après, moi, je l'ai pas rentré plus haut parce que ça, il a quand même fait la Dream Team 92. Ouais, mais il est sous-estimé. Il a certes ça sur son palmarès, mais il est sous-estimé. Il y a plein de mecs que il est sous-estimé, il est 7ème, il est bien là. Non, c'est bien. Il est dans le top 10. Très bien. Il est très bien là. Allez, 7ème. On passe en place numéro 6. T'as intérêt à mettre la même chose que moi. Jerry West pour moi. Chris Bosh. D'accord. En place numéro 6. Vas-y, raconte. Chris Bosh ? Ouais. Bah déjà, malheureusement, la carrière n'a pas été assez longue, mais le prime de Chris Bosh est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il tient clairement le regard avec ses copains de la même draft 2003. Car Chris Bosh, avant que DeRozan vienne faire son bordel, tu pouvais le considérer avec Vince Carter comme le meilleur joueur de l'histoire des Raptors. Un joueur d'une polyvalence folle. Je viens de parler de Pau Gasol, que ne savait pas faire Chris Bosh sur un terrain de basket. Coéquipier de fou, qui s'est ajusté lui aussi, et c'est ça qui a joué dans l'appréciation qu'il a eue. À partir du moment où il est allé à Miami et où il a énormément sacrifié dans son poste, dans son jeu, dans son rôle, parce qu'il aurait pu enchaîner juste des saisons à 25-26 points de moyenne sans problème. Et ça lui a permis de prendre 2 bagues par contre. Ça lui a permis de prendre 2 bagues, mais ça n'a pas changé du tout l'appréciation qu'il a eue, puisque dès qu'il y a eu des soucis dans le hit ou dès qu'il y avait un problème, c'était... Est-ce qu'il faut transférer Chris Bosh ? Est-ce que c'est pas lui par hasard le problème ? C'était toujours Wade et LeBron mis en avant et Chris Bosh la 5e roue du carrosse, quoi. Il a jamais été, je trouve, apprécié suffisamment à sa juste valeur. Un joueur d'une intelligence rare, excellent coéquipier qui parfois était pris un peu bizarrement parce que voilà, au niveau de son attitude, parfois il était un peu pas taré dans sa tête, mais c'est juste que parfois il a des réactions un petit peu inattendues. Moi, pareil, encore une fois, dans les ailiers forts les plus polyvalents et qui ont été capables de jouer à un tel niveau et qu'on ne met pas assez en avant parce qu'ils n'ont pas soit des gros trophées individuels, soit des statistiques hors normes, Chris Bosh, il m'hallucine. Le prime de Chris Bosh, il n'y avait pas grand-chose à faire en fait. La fin des années 2000, avant qu'il aille à Miami, c'était un lock all-star. Genre tu le mettais titu et tu disais bon bah next en fait, parce qu'à Toronto, il était injouable. Il pouvait tout faire sur le terrain. Et je trouve ça dommage qu'aujourd'hui on le regarde un peu et certains se posent des questions sur genre est-ce que Chris Bosh est Hall of Famer. Moi j'ai vu des questions là-dessus. Pour moi il n'y a juste pas de débat. Bah bien sûr qu'il demande. Je comprends pas. Bien sûr qu'il est Hall of Famer, Chris Bosh. Oui voilà, mais il y a des gens qui demandent est-ce qu'il est Hall of Famer ou pas. Ça va être des fans de T-Mac. Ça va être des fans de T-Mac ou de LeBron et Wade et qui disent le hit on a galéré à cause de Chris Bosh. Chris Bosh Prime, revoyez-le. Hein. C'était une dinguerie. Monsieur Jerry West. Ouais, ah bah oui, Jerry West, je l'ai mis dans mon top 10, ouais. Ouais. Jerry West, s'il jouait aujourd'hui, ça serait un hashtag sur Twitter. Si, putain. Et en plus, il a ce petit côté un peu loser, parce qu'il a souvent affronté les Celtics de Bill Russell, tu vois, en finale NBA. Est-ce qu'il est vraiment sous-estimé, Jerry West ? Un peu, ouais. À mon sens, ouais. En fait... Il y a quand même une... Putain, c'est le putain de logo de la ligue, quoi. Ouais, bah ouais, c'est une putain de réputation de bâtard. Mais il y a plein de gens qui savent même pas que c'est Jerry West le logo de la ligue. Hein. Il y en a vraiment. Il y en a qui découvrent, il y en a qui savent pas que Jerry West pouvait tourner à 35 points par match. Sans ligne des 3 points. Oui, voilà. Foutez-lui une ligne des 3 points. Foutez-lui, bon, il avait une belle pace. Au moins, il y avait une belle pace à l'époque où il jouait, ça jouait vite, tu vois. Mais foutez-lui une ligne à 3 points et regardez-moi les stats. À mon avis, c'est un carnage. Un carnage. Et donc, je trouve que
Dieu merci, il a eu un MVP des finales, bon, en perdant, tu vois, en plus. Non mais tu vois, c'est ça qui est ouf avec Jerry West. C'est dans ce sens-là que je trouve qu'il est pas assez estimé. En 72, il a le titre, mais il est pas MVP des finales. Il a perdu pas mal de finales. Et donc il y a ce petit côté, j'ai hésité entre Jerry West ou Elgin Baylor, tu vois, à mettre dans ces joueurs sous-estimés, parce que ce sont des joueurs hyper forts, avec des lignes de stats, mais hallucinantes. Enfin, tu vois les lignes de stats de Jerry West. Le mec, Jerry West, c'est 1m90, c'est pas un athlète incroyable. Enfin, les lignes de stats qu'il fait, c'est... Jerry West, athlétiquement, c'est quoi? C'est Steve Nash? Un truc comme ça, je sais pas. Grosso modo, quoi, tu vois. C'est Klay Thompson. Ah non, il est petit, hein. Non, mais je veux dire par là, West, en termes de déplacement et de, tu vois. Mais par contre, il pouvait tourner. Enfin, je suis sûr, dans la NBA actuelle, je suis sûr, il est en 25, 8, 6, là. 6, 8 ou je sais pas. Là où je le trouve pas perso sous-estimé, c'est que souvent, quand par exemple on fait un top 10 des arrières all-time, il va arriver très rapidement, on va être là genre 4-5. En fait, c'est pour ça que je le mets que 6ème et que au début, il était plus haut. Et puis, plus ça allait, plus je me suis dit, non, attends, j'ai quand même des mecs dont on parle beaucoup moins que lui. Mais je voulais parler de Jerry West parce que je trouve en fait que par rapport à ce qu'il est réellement dans l'histoire NBA, par rapport aux stats qu'il a, au palmarès qu'il a, au fait qu'on l'a pris en logo de la ligue et tout, bah finalement, il est pas si souvent que ça dans les conversations où il devrait être, je trouve. Bien sûr. Voilà. Et bien on passe en place numéro 5. Ouais. Place numéro 5. Là, tu venais de parler de loser. J'ai la crème. Quoi, son coéquipier? Elgin Baylor. Ouais. En 5. Et toi, tu nous as mis Nate Thurmond. Ah bah oui, le grand Nate. C'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup. Nate the Great. Tout à fait. Chaleur Nord qui brille, pas de pacotille. Ah, voilà, ouais. J'ai titré ça une fois sur un article. Bien sûr. Avec la photo qui va bien. Tout à fait. Donc je vous conseille d'aller voir les photos de Nate Thurmond. Donc André Drummond, c'est Maigrelet à côté. André Drummond est un petit garçon à côté. Il y a eu des vraies rumeurs, vu qu'il était à Cleveland dans l'Ohio et qu'il pouvait avoir des gosses au début des années 80, il y a eu des rumeurs. Des rumeurs de quoi? Je te laisse finir la phrase. Il y a eu des rumeurs. Cela ne nous regarde pas, du comme côté dirait... voilà. Je dis rien. Voilà. Non mais c'est pour souligner le fait que c'était un cyborg en fait. Ah non mais c'est un grand malade. Nate Thurmond, un grand fou furieux. Déjà il fait partie d'un club, je sais plus qui y a dans ce club, je crois qu'ils sont que 4 ou 5, genre avec Bill Russell, Will Chamberlain, Karim, Mo Lucas et peut-être Bob Pettit, à être à plus de 15 rebonds de moyenne en carrière. Ouais. Donc déjà ça c'est un club tendu à aller chercher. Ensuite quadruple-double. Bien sûr. Hein, en plus, quadruple-double, quel âge il avait là? Il avait déjà plus de 30 ans, hein, parce que c'est aux Bulls, hein, il avait déjà tout fait aux Warriors et tout. Son premier match sous le maillot des Bulls, le mec il arrive. C'est un énorme monstre qui a pas de bague, qui a jamais eu la hype qu'il aurait pu avoir, alors que Karim Abdul-Jabbar disait que c'est le pivot qu'il aimait le moins jouer. Tu vois, genre Karim Abdul-Jabbar, quand il arrive en NBA à la fin des années 60, début 70, c'est le mec qui a pas envie de jouer, tu vois, et ça le fait chier. Et on le comprend, parce que jouer Nate Thurmond, ça devait être extrêmement relou. Ouais. Ses bras font 18 km de long. D'ailleurs, dans les mentions, Artis Gilmore. C'est les bras de Karl Malone de 18 km de long, en gros, un peu. C'est un peu ça, hein. C'est un incroyable. Donc, ouais, clairement, oui, je le mets dans mon top 5 des joueurs sous-estimés. On parle très peu de lui. Alors que lui, vraiment, pour moi, c'est clairement un mec dont on parle peu à cause de l'époque et les équipes dans lesquelles il a joué. Le mec, tu le mets dans les années 80 ou les années 90, ou encore mieux, hein, dans l'époque actuelle, mais laisse tomber. Non, bien sûr. Laisse tomber. Genre, on est là, on fait « Oh, incroyable, il a encore fait 20-20, oh là là !» Il faut s'enseigner sur Nate Thurmond, hein, les gens qui connaissent pas vraiment, parce que c'est de la bombe de balle, et quelque part comme Elgin Baylor, parce que à quel point est-ce frustrant de voir qu'à chaque fois qu'on mentionne Elgin Baylor, on va être là genre « Ah, c'est la lose, c'est les finales », et puis après il a été... finales, pas de bague. Hein. Et puis après il a été manager des Clippers, quand les Clippers c'était la merde. À chaque fois Elgin Baylor, on se dit... Enfin, c'est jusqu'au bout, quoi. Même la saison où il est, on ouvre bien les oreilles, à 38 points et 19 rebonds de moyenne, c'est juste, à 38 points et 19 rebonds de moyenne, c'est juste la saison 62, en fait, où il y a Oscar Robertson en triple-double et Bill Russell qui est le MVP. Et Will Chamberlain en 50-25. Il est même pas sur le podium du MVP. Il est même pas sur le podium du MVP. Il y a combien de points en finale NBA? 63? 61? 61. 61 points en finale NBA. Et surtout, tous les gars des années 80, les Barclay, les Jordan, les mecs qui vont arriver à ce moment-là, quand ils vont, on le voit notamment pour ceux qui ont vu les émissions Open Court, quand ils reparlent de ce fameux week-end de 97, où il y a les 50 joueurs de l'histoire, les 50 meilleurs qui sont nommés, quand tu les vois parler d'Elgin Baylor,
c'est un dieu vivant. C'est-à-dire que c'est un joueur qui, à son époque, les statistiques sont certes là, mais c'était un autre rythme de jeu. Mais il était en avance parce que c'était le premier joueur vraiment aérien. Et slasher qui va être capable de faire juste des rivers. On était là genre, en fait, on peut marquer genre sans regarder dos au panier. Et Jimmy Butler, c'est la révolution dans le jeu en lui-même. C'est-à-dire que c'est un joueur qui pouvait être ailier fort. Un peu petit, mais en même temps à l'époque, c'était les autres configurations. Mais hyper costaud avec un vrai hang time. Et c'est dingue à chaque fois de se refaire, je me suis refait là en le préparant celui-là de Top 10, de se refaire les témoignages de joueurs NBA qui grandissent en regardant Jimmy Butler et qui se disent, il y en a qui disent que c'est le Jordan de l'époque, quoi, en fait. Parce que en termes juste de domination individuelle sur les ailes, il n'y a pas grand-chose à dire. Malheureusement, on se souvient des Jimmy Butler comme d'un foutu loser parce que t'as perdu toutes tes finales. 8 finales, toutes perdues. Mais ça me fait chier. Parce que tu prends ta retraite au début de la saison 71-72, et l'équipe dans laquelle t'étais, elle enchaîne 33 wins d'affilée et le titre. Si Harden, c'est la loose quand même. Si Harden il continue à faire des saisons en 35-7-8 et qu'il finit sa carrière sans bague. Il aurait été MVP au moins. Allez. C'est déjà ça, au moins t'as ton nom quelque part dans l'histoire. Voilà. Et Jimmy Butler, il a son nom où ? Ça me fait trop chier. C'est un truc de fou. C'est un des plus sous-estimés de l'histoire. Numéro 4. Monsieur John Havlicek pour moi. Spoiler, je l'ai mis en 3. Ok. T'as mis quoi en 4 du coup ? Dominique ! D'accord. Oui ! Un premier joueur des... Oh putain, j'avoue, j'ai 3 joueurs des Hawks dans mon top 4. Le mec trop objectif. Non, tu vas voir et tu vas me dire. Homer, tu vas voir et tu vas me dire. C'était sûr que t'allais faire le Homer de toute façon. On commence à connaître, hein. La base. Ando, Havlicek, je l'ai mis en 3. Au début, il était sur mon podium et puis finalement, il est sorti de mon podium parce que finalement, il a au moins eu la chance, déjà, d'aller chercher des titres qui font qu'il y a son nom quelque part dans le palmarès. 2, finalement, quand nous, on fait un top 10 des ailiers, bah toi t'es là, tu veux le mettre sur ton podium en 3 et tout. Donc on pense à lui quand même. Tu vois ce que je veux dire ? On pense à lui quand même si par contre par rapport au joueur qu'il a été, bah ouais, je le mets quand même 4ème de mon top 10 parce qu'en fait le gars, c'est peut-être un des plus gros monstres, de l'aile de tous les temps en NBA et finalement, on parle pas si souvent de ça de lui. Alors, c'est vrai qu'il a été 6e homme pendant un moment, donc c'est pas ce qu'il y a de plus facile pour être exposé en termes médiatiques. Oui. Ensuite, le gros de sa carrière, c'est la fin des années 60 et les années 70, donc du coup, bah, c'est pareil, médiatiquement parlant, c'est pas là que t'avais le plus d'exposition. Ouais, et puis c'est la transition des Celtics, c'est plus du tout à la fin des années 60 l'ère Russell, donc forcément, on se pose des questions aussi un petit peu. Ceux qui le veulent, il y a un article qui est sorti récemment sur Johnny Havlicek, puisqu'il est décédé. Monsieur Ando nous a quittés. On parle de... Pareil, hein, là j'en parlais avec les Chris Bosh, les Pogazol et d'autres joueurs comme ça. Le mec il a fait, il n'y a pas de souci les gars. Allez, les 10 premières saisons en sortie de banc, c'est pas un problème. On peut avoir 8 bagues, il n'y a pas de souci. Ouais. On va y aller. Et il a été MVP des finales quand même. Oui. Hein, il y a 26 000 points. Il a été incroyable. Oui, c'est ça environ. C'est le meilleur marqueur de l'histoire de l'équipe la plus titrée de l'histoire. Ouais. On est bon. Donc tout ça fait que je l'ai pas rentré dans mon podium aussi. C'est-à-dire que il est sous-estimé et en même temps il est quand même là dès que tu parles de trucs, dès que tu cherches, il est là, il a la chance d'être là, que tu vois son nom qui apparaisse quoi. MVP des finales, tu vois, les finales de 76 qui sont absolument incroyables. Bah Havlicek est un peu partout même s'il est vieux, enfin tu vois genre voilà. Donc voilà, 4ème, Monsieur Hondo. Et là Monsieur Dominique Wilkins. Je l'ai plus haut. J'en suis fort ravi et content. Monsieur Dominique Wilkins. Comment t'as fait pour mettre... Ouais d'accord, ok. Bah tu verras, il y a une surprise sur le podium. Monsieur Dominique Wilkins, je l'ai mis 4ème. On en parlera quand ce sera lui. Je vais juste me permettre un petit truc. Bouge pas. J'ai mis moi Hondo, John Havlicek en 3. Donc je vais pas l'écrire, je le dis juste en 3. Havlicek qui a été drafté en NFL et en NBA. Ah bah athlète incroyable, endurance de Havlicek qui a fait des campagnes de playoff à 46 minutes de moyenne, à peu près. Hein, pour ceux qui aiment bien les records comme ça. Athlète incroyable. Athlète monstre. Un des rares joueurs à être en fait... comment dire ? Quand t'as 5 bagues, que t'as été 8 fois dans la All Defensive Team et que t'as plus de 25 000 points en carrière, il y a quoi ? Il y a Jordan, Kobe, Karim, Duncan. On est bon ? Ouais, non, bah non, pas Garnett. 5 bagues, 8 fois défenseur, 8 fois dans la All Team Defensive et plus de 25 000 points. Et ils sont pas nombreux les copains. Il y a du Karim, il y a du Kobe, il y a du Duncan, il y a du Jordan et je crois c'est à peu près tout.
Je pense, ouais. Et John Havlicek. Donc voilà, RIP, putain, Hondo, franchement. Quel homme. Alex, t'as mis qui en 3 ? Donc moi, je garde les bras croisés. Moses Malone en 3 pour moi. Ouais. Bon, mon podium, de toute façon... Ah, mais donc tu as 2 joueurs des Hawks sur ton podium ? Ouais. Non, c'est juste pour savoir si je faisais le homer ou c'était juste objectif. Moses Malone, tu le comptes en joueur des Hawks, c'est ça ? Hein ? Tu le comptes en joueur. Il a été chez les Hawks, hein ? Ouais, enfin bon. Oui, d'accord, mais c'est avant tout un Sixer et un Rocket. Tout à fait. On est d'accord ou pas ? Tout à fait. C'est-à-dire que tu penses pas Hawks. Je pense Dominique Wilkins, on pense un peu plus tout de suite aux Hawks. Ça va. Moses Malone, ceux qui me disent et Hawks. Ils doivent pas être quand même beaucoup, hein. On est un. Voilà, c'est ça. Non, Moses Malone, clairement, par rapport à ce qu'il a été, par rapport à ce qu'il a dominé les raquettes, par rapport à le fait qu'on l'appelait le président des rebonds, par rapport au fait qu'il a été MVP des finales, qu'il a été MVP de régulière, qu'il a été énorme, et à Houston, et à Philadelphie, je trouve clairement, ouais, il est sur mon podium des joueurs les plus sous-estimés, parce que alors là, pour le coup, lui... Quand on commence un top 10 de pivot, bah alors lui des fois il sort pas dans le top 20. T'sais. J'exagère, mais franchement t'es d'accord. T'exagères. Ah, c'est pour ça qu'il est plus des haut. fois je suis sûr Marc Gasol et Demarcus Cousins vont sortir. Non, j'exagère un peu, mais vous voyez ce que je veux dire ? Non, mais Nikola Vucevic et Moses Malone, il y a duel. Non, mais c'est un peu ça. C'est un délire. C'est un truc de fou. Et en fait Moses Malone, bah. Sa carrière, statistiquement, bon, laisse tomber, elle est énormissime. Hein. Sa carrière, statistiquement, c'est un 21-12 ou un truc comme ça. Hein. En gros, Moses Malone. Comme je l'ai dit, il y a vraiment des titres individuels et collectifs assez impressionnants. Ensuite, Hakeem Olajuwon, avec qui il a commencé à s'entraîner quand il est arrivé à Houston. Attends, j'y viens. Genre, c'est Moses Malone qui l'avait au dos dans son premier camp d'entraînement, Hakeem Olajuwon. Charles Barkley, quand il fait son discours de Hall of Fame, il y a qui à côté de lui sur l'estrade ? D'ailleurs, RIP aussi, Moses Malone. Hein. Pas mal de mecs qui nous ont quittés quand même. On voit qu'on tape dans les époques moins médiatisées. Charles Barkley, il te le dit. Moses Malone, il m'a appris à devenir un homme. Bien sûr. J'ai envie de dire, merci Moses. Ah bah Moses, laisse tomber. Donc voilà, donc je l'ai mis 3ème. Au-dessus, j'ai 2 autres joueurs que je trouve encore plus sous-estimés quelque part. Puisque, pareil, au moins Moses Malone, lui, il sort un peu dans les palmarès, tu vois. Ouais, à peine. Ça aide au moins à ce qu'on parle de lui, à ce qu'on fasse des articles quand il décède et tout. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Ça aide. Genre, je le finirai. Barkley parle de lui dans son discours de Hall of Fame, quoi, tu vois. Je le finirai un peu plus tard, vu que je l'ai un peu plus haut. On passe en place numéro 2 ? On est en 2. Ah putain, s'il y en a un qui a bien souffert de sous-médiatisation. Dominique Wilkins, tu as mis en 2. Ouais. Et j'ai mis monsieur Pete Maravich. Putain, mais t'as mis quoi en 1 ? Ok, t'as mis... Oui, d'accord. Ah oui, d'accord. Donc toi, mon 1, tu l'as même pas dans ton top 10, en fait. C'est bon, ça. C'est pas souvent. Ça arrive. Bref. Mais donc toi, il n'y a pas Pete Maravich dans tes 10 ? Non. Donc c'est tout totalement à fait. subjectif. Non, j'ai pas mis Pete Maravich dans mes 10. Eh bien, je m'occupe de Pistol Pete, va. C'est pas que je le trouve pas sous-estimé, il est clairement sous-estimé. Ah bah, notamment son influence. Non, mais surtout, enfin, déjà, techniquement parlant, le mec. Il rentre à peine dans les discussions, on est là, genre. Il a inspiré du monde. Tim Hardaway, on parlait de Manu Ginobili tout à l'heure. Ouais, bien sûr. On est là, Tim Hardaway, Allen Iverson, Kyrie Irving, c'est quoi les meilleurs handles de l'histoire ? Puis Maravich, il arrive en 37ème dans la plupart des listes, alors qu'en fait, les premières passes aveugles, les premiers behind the back, les premiers moves. C'est pas vraiment du handle. Son handle était bon à Pete Maravich, c'est surtout sa créativité. Enfin, son handle est incroyable. Oui, mais c'est surtout sa créativité. Oui, mais son handle, on en avait fait un top 10 des handles et je l'avais mis sur mon podium all time de souvenirs parce qu'on le sous-estime sur son handle. L'ensemble de son jeu, on le sous-estime puisque c'est un des meilleurs marqueurs, si ce n'est le de l'histoire de la NCAA. C'est-à-dire que sur le circuit universitaire, il a été monstre. Il fait des saisons à 40 points de moyenne. Qu'après, il arrive en NBA, c'était un showman. Après, donc, il était dans des équipes. Il a pâti d'une carrière pas si longue que ça aussi. Donc, bien forcément, sûr, ça aide pas, ça. Il arrive tard et elle se termine tôt. Rien. Il n'y a pas de titre, il n'y a rien. Donc, il est dans aucun bouquin d'histoire, sauf les gens qui l'ont vu. Allez vous faire des images et des matchs de Pete Maravich. C'est un showman. Il est dans quelques bouquins d'histoire. Tout à fait, dont celui en jaune que vous avez sur la table ici, de Trash Talk. Tous les témoignages, allez, Jason Kidd, Magic Johnson, Isaiah Thomas, Steve Nash, Manu Ginobili, tous se mettent à plat ventre. Red Auerbach, quand il fait un DVD pour savoir comment on va faire un rebond, Bill Russell,
quand on fait des passes. Pete Maravich, le mec incroyable, les passes bowling. T'es le premier à le dire, genre Jason Kidd, ouah, truc de ouf. L'autre, il faisait ça 40 ans avant. Ouais. Il faisait ça 40 ans avant. Et pour reprendre ton expression de tout à l'heure, Pete Maravich, avec les réseaux sociaux actuels. Ça serait sale. J'aime bien. C'est ridicule à quel point il mettrait plein de gens à terre. C'est-à-dire que c'est en termes de showman. Alors, ok, il a pas les statistiques, le palmarès, etc. Mais en termes d'icône stylistique et technique dans l'histoire du jeu, moi, j'en vois pas d'autres plus sous-estimés. Monsieur Pete Maravich. Pistol Pete qui est donc décédé sur un terrain de basket en disant qu'il allait très bien. Tu crois qu'on parlerait plus de lui s'il jouait dans les années 2010, Dominique Wilkins, ou comment ça se passe? Ah, ça c'est une dinguerie. Moi je l'ai mis 4ème donc. Tu crois que quand tu montes au dunk... Bah Atlanta mec. Tu crois que quand tu montes au dunk à deux pieds pardon, et à deux mains d'ailleurs, et que tu te prends un pivot à mid-air, mais qu'en fait tu dunks quand même sur sa tronche, tu crois que ça tournerait ou pas? Je crois que les mecs qui voient Zion Williamson aujourd'hui, ils savent que c'était Dominique en contre-attaque ou pas, en termes de puissance. Même sur jeu placé. Non mais oui mais... c'est tellement sale. Donc que ce soit les deux domaines, hein, jeu placé ou juste spectaculaire. Et en plus, Dominique Wilkins, je veux dire, il a quasiment 27 000 points en carrière. Il est top 15, il doit être 12-13e all-time au nombre de points marqués. Je crois il est Hall of Famer, bien évidemment. Il a été meilleur scoreur d'une saison à plus de 30 points par match. 30 points par match, chose qu'il a fait un paquet de fois, puisque c'est quand même un des mecs. Donc il a... Dans sa carrière de 17 saisons ou 18 saisons, il a 10 saisons de suite à 25 points ou plus. Ouais. Et ça, c'est un club. Il y a qui dans ce club? Il n'y a même pas Kobe. Hein. Non, il n'y a pas Kobe. Il y a Shaq, il y a Jojo, il y a bouge pas. Il y a peut-être Karim. Il y a Jerry West. Il y a Shaq, Jojo, Jerry. Je les ai là. Il y a peut-être Karim. Shaq, Jojo, Jerry West. Non, il n'y a pas Karim. Il y a Allen Iverson et Karl Malone. Et Dominique Wilkins. Il y a pas mal de losers là-dedans. Il y a quand même Jojo et Shaq. Jojo, Shaq, c'est juste que Iverson, Malone, Jerry West et Dominique Wilkins, c'est un bon quatuor de losers. Ah, j'avoue, c'est des bons losers. Ah, tu fais partie de ce club? C'est des bons losers, mais ça fait une bonne équipe de basket. Ah bah ouais, bien sûr. Parce que mets-moi Iverson, Jerry West dans le backcourt, mets-moi au poste 3 Dominique Wilkins et Karl Malone en 4. Non mais oui, bien sûr. Tu peux jouer au basket. Et Dominique, un des premiers qui souffre malheureusement dans les années 80 de la rivalité Celtics-Lakers. Il y a rien à faire. Tu peux aller nulle part. Tu peux faire une demi-finale. Tu peux aller en mid-conf quoi. Allez voilà. Et en plus il y a les Bucks aussi qui étaient bons à l'époque. Et il y avait d'autres. Et puis après il y a Jordan qui a commencé à monter, les Bad Boys. Les Boys, bien sûr les Pistons. Donc Dominique il était là, il mettait get buckets à tout le monde tous les ans jusqu'à début mai. Et après c'était mort. Il fallait juste. Il était pas très bien entouré par rapport aux autres, faut le reconnaître. Bien sûr. Faut le reconnaître. Moi perso, je veux dire. Un des meilleurs dunkers de l'histoire. Bah oui, évidemment. Genre les 5 quoi, genre podium tout le temps, tout le temps podium. Tout le temps podium, Dominique Wilkins, les dunks de Dominique Wilkins, c'est un truc de fou. Ça, mais son shoot Zion est excellent. Et Dominique Wilkins, ça prend entre 6 et 8 rebonds à tous les matchs et ça distribue 3-4 passes d'ess et ça intercepte du ballon. Et il y a des saisons à 38% à 3 points. Non mais mais oui, c'est un vrai ailier complet où honnêtement, je sais que là il y a des fans qui vont m'en vouloir, mais si tu le mets dans d'autres équipes, tu le mets à la place de Bird aux Celtics, je pense qu'ils peuvent avoir des titres aussi. Hein. Oui. Il aurait peut-être des bacs, tu vois ce que je veux dire? Tu le mets, genre tu le mets à côté de Jordan aux Bulls à la place de Pippen, mais laisse tomber. Tu vois, genre il scorerait moins et tout, ça serait différent. Mais ce que je veux dire par là, c'est que alors lui pour le coup, il est sous-estimé parce qu'il a été assez peu entouré tout au long de sa carrière. Franchement, c'est quoi le meilleur joueur avec qui il a joué, Dominique Wilkins? C'est qui? C'est Mookie Blaylock? Doc Rivers? Non, c'est Kevin Willis. Allez, Kevin Willis, allez. Stacey Ogman, tu vois, c'est ça les coéquipiers. Moses Malone. Ouais, mais vite fait, arrête avec Moses Malone. Il avait des lunettes. Malone, il avait des lunettes. Non mais n'empêche, c'est marrant parce que je vais en parler après de Moses. Mais oui, non, il a pas eu énormément de coéquipiers, Dominique. C'est vrai quand même. Et ça, forcément, ça joue dans ta médiatisation, pardon. Ça joue dans le fait, genre, il est pas dans la Dream Team 92, genre Dominique Wilkins. Drexler, il avait les boules. Bah putain, Dominique Wilkins, il peut avoir les boules aussi de paillettes dans celle-là, non? Et Dominique. Parce que franchement, il est sale. À la fin des années 80, les stats de Dominique Wilkins, il dit mais comment ça se fait qu'il est pas dans la Dream Team de 92 en fait. Attends, j'ai pas envie de dire de bêtises. Je crois qu'il est même pas dans les 50 greatest. Hein. J'ai pas envie de dire de bêtises. Mais je crois qu'il fait partie des cuts. Arrête tes conneries. Je crois qu'il est 51e ou 52e quoi. Ah bon? Il est pas dedans, Dominique? Je crois. Je peux vérifier en speed? Vas-y. Parce que juste je regarde si je l'ai pas noté. Pendant ce temps-là. Putain, il est pas dedans, je crois. Dominique Wilkins, 50 greatest. Oh, quand même. Attends, c'est en 97, sa carrière était quasiment bien avancée, c'est obligé, il y est. Et il était, enfin, genre. Non. Oh putain. Putain, j'aurais dû le mettre en 1.
franchement, il est trop sous-estimé. C'est ton jeu, je crois qu'il y est pas. Hein. Ouais, il est trop sous-estimé. C'est dans les remixes qu'il y a lui et Hormone. Pour moi, il a trop pâti du fait de carrière à Atlanta et pas de coéquipier. C'est ça. Genre, c'est chaud. Quoi. Il y a compétition, comme on l'a dit, il y a des compétiteurs de ouf dans d'autres franchises qui font qu'il a pas de titres globaux. Il a des joueurs à son poste. Parce que là, tu parlais, dans les années 80, il y a les Dantley, il y a les Bird, il y a les tout. Mark Guire, faut jouer Jordan, faut jouer Bird. Enfin, t'es là, genre, tous les soirs. Faut jouer Alex English, on en parlait. Enfin, tu vois, voilà. Bien sûr. Et à Atlanta, c'était pas une ville qui était trop. Les Hawks, quoi, tu vois. C'est une ville qui était pas trop basket. Et donc, du coup, c'était compliqué. Lui a essayé de ramener du monde. Mais il a persévéré. The Human Highlight Film, quoi. Et les dunk contests de Dominique Wilkins, un mec qui tient la tête à Jordan. Les dunks, il tient pas tête, il le domine. Il tient tête. Bah, il le domine plusieurs années de suite, hein. Enfin, plusieurs années, il le domine. Il reviendra plus. La statue est magnifique. Ah, 88. J'étais bien content. Volé. J'étais bien content qu'il ait sa statue en face de la State Farm Arena. Elle est magnifique. C'est un moulin à vent. Hein. Donc le basique. Je pense que c'est un des mecs qui me fait le plus kiffer quand je regarde des highlights un peu random. Incroyable. Les spin moves. Là, les finitions finger roll, la totale. Les rebonds offensifs avec putback. Dominique, c'est la totale. Et puis classe. Moi, c'est avec contact. Hein. Les dunks avec contact, ça, c'est un truc. Franchement, il y a Vince Carter et il y a Dominique Wilkins. C'est des mecs qui dunkent avec contact, genre de manière régulière. Tu vois, ils s'en foutent. Quoi. Ah non, mais le contact en l'air n'est pas un facteur. Tu vois, pour eux, quoi. Dominique, c'est bon, bien sûr. Dominique Wilkins raconte que il était monté en ligne de fond sur Bob Lanier une fois avec le double pump, donc la balle qui descend et qui lui dunk dessus. Le mec l'a pas parlé pendant 7 ans. Quand même, c'est dans la note. Il a fallu attendre qu'il y ait des réunions entre joueurs et qu'il fasse genre non, je voulais pas te parler parce que mes enfants me disaient pourquoi tu parles pas à Dominique, papa. Non, c'est chaud. Et puis bon, on est à Paris. Et né à Paname. La classe, ça aussi. From Paname. Hein. Ouais, from Paname. Je crois que c'est Versailles d'ailleurs, mais bon, sinon c'est Paris. Ah bon, j'y Paris. Ouais. Non, bref. On va passer en 1. Ouais. Décidément, ces joueurs des Hawks sous-estimés. Hein. Dominique Wilkins, Pete Maravich. Oh là là, quelle franchise. Les franchises de joueurs sous-estimés. Ah là là, et oui, vous devriez nous suivre, #Triangle. Allez, va. On va séparer les œufs avec Moïse. Elvin Hayes. Ouais, putain. Bah, ouais, moi je mets Elvin Hayes, ouais. Pour moi, après, ça reste que mon avis. Bien sûr. Putain. Pas vu, je trouve. Non. Alors non. Et ben justement, ça joue dans le fait qu'il est sous-estimé. Parce que pour le coup, en termes de ligne de stats, bon bah forcément, le mec est sous-estimé parce qu'on, par rapport à ce qu'il a mis comme stats dans sa carrière. Bah putain, mais genre. En plus, il avait une réputation un peu compliquée en termes de joueurs et tout, ce qui a fait que les votants l'aimaient pas beaucoup. Donc par exemple, il est pas MVP des finales en 78. C'est filé à Wes Unseld. Quand tu revois des bouts de match et que tu regardes les lignes de stats, tu fais mais attends, comment ça en fait, genre what? Genre il aurait dû être MVP des finales. Ensuite, Elvin Hayes, franchement prends-le, Elvin Hayes le même là, mets-le aujourd'hui au poste 4. Oui, bon. Je pense qu'il continue à tourner en 27-15. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est un 27-15 en carrière. C'est un mec, attends bouge pas, j'ai noté les chiffres parce que les chiffres sont complètement fous. Merde, c'est où? C'est là. 27 300 points en carrière, il est 10e all-time l'autre. Et attends, 16 300 rebonds. Il est 4e all-time au rebond. Je veux dire, il a pris plus de rebonds que Kevin Garnett, Tim Duncan, Barclay, Rodman, machin, Moses. Enfin, genre. Je crois que Moses est 3e. Moses est 3e. Il n'y a pas Bill Russell, Wilt et Karim. C'est les deux seuls en fait devant. J'allais y venir, mais vas-y, termine. Pas bon. Ouais, peut-être Moses est là. Bon, Moses est là. Hein. De toute façon, président des rebonds. Hein. Donc, c'est un monstre des années 70. Il a 12 saisons d'affilée en double-double. Des double-doubles, pas des 12-12. Hein. Vous irez voir les stats, je vous laisse faire. De toute façon, c'est pas compliqué. Le mec est meilleur scoreur de la NBA quand il arrive en rookie. Bonjour, c'est moi, San Diego Rockets, très bien, 28 points par match, bonjour, tu vois. C'est un ovni, shoot, hyper physique, dur comme du bois, bon dribble, plutôt bon en défense, plutôt malin, capable de jouer en catch and shoot, capable de jouer au poste, un vrai fadeaway, donc comme je l'ai dit, des montagnes de rebonds, il est Hall of Famer. Il a été 2 fois meilleur rebondeur, il a été meilleur scoreur, il a fait, je sais plus combien de saisons il a au-dessus de 15 rebonds, mais c'est genre extrêmement sale. Ouais, il en a même une à 18. Et là, pour le coup, lui, putain,
genre, on le cite, enfin, genre même, tu vois, en préparant ce top 10, je suis là, tiens, qu'est-ce qu'on a écrit sur lui, sur Trash Talk, Antonio Magdalez, dans nos 45 ou 50 000 articles sur Trash Talk depuis que ça existe, genre, il y en a 2. Il est tout le temps zappé. Il y a 2 articles, il y a une pauvre news et une fois un portrait que j'avais dû faire à son anniversaire, tu vois, genre, tu sais, genre, voilà. Mais c'est des mecs comme ça qui sont, c'est des mecs qui sont souvent oubliés parce que malheureusement, il n'y aura pas eu les trophées collectifs, notamment. Bah, il a été champion quand même, Elvin Hayes. Bien sûr, mais bon. Putain, quand même. Et le mec était champion avec les Bullets de Washington, tu vois, genre. Mais même quand il est là, c'est Wes Unseld qui est mis en avant. C'est ça. Et pour des raisons, bon voilà. En tout cas, oui, non. Clairement, en termes de chiffres, en termes d'impact, donc statistique, en termes de joueurs, en termes de... S'il avait joué à notre époque, genre, moi je suis persuadé, Elvin Hayes, il joue le même jeu en étendant un petit peu son shoot à 3 points, il l'aurait eu. On serait là, genre... il est pas mauvais. Tiens, Anthony Davis, il a bien copié Elvin Hayes, tu vois ce que je veux dire? Genre, on serait là. C'est ça qu'on dirait. Hein. Non, c'est clair. Donc, non, vraiment... Elvin Hayes en numéro 1. Numéro 1 pour Bibi. Eh bien, et toi, écoute, j'ai mis Moses parce que oui, donc tu posais la question tout à l'heure. En fait, si on considère que la préhistoire du rebond, c'est donc Will Chamberlain et Bill Russell, le meilleur rebondeur de tous les temps, sur l'ère à peu près moderne, donc les années 80 et la fin des années 70, c'est Moses Malone, 3e meilleur rebondeur all-time. Je te laisse checker. Je check tout de Normalement, j'ai été voir parce que j'ai fait putain, oui, c'est pas le président des rebonds pour rien. Ah non, mais et en fait, rebond offensif, je crois, il est incroyable. Et en fait, j'ai regardé un petit peu. Aujourd'hui, il y a des franchises NBA qui prennent à peu près entre 8 et 10 rebonds offensifs par match. Moses faisait ça sur certaines saisons de moyenne. C'est-à-dire qu'il faisait entre 5 et 8 rebonds de moyenne, de rebonds offensifs par match. Il y a tout offensivement. Combien il y a de joueurs qui ont été 3 fois MVP ? Juste 3 fois MVP de saison régulière. Ouais. Bah, pas des masses. Il n'y en a pas des masses. Moses l'a fait. 3 fois MVP. T'es champion. Donc normalement, quand t'es ça, tu dois rentrer dans un club où tu te fais respecter. Et pourtant, on en parlait avec Alex tout à l'heure, et pourtant, aujourd'hui, tu fais un top 10 des pivots all-time, les gens vont être là genre, alors, Bill Russell, Kareem Abdul-Jabbar, Will Chamberlain, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Nate Thurmond... Tous les pivots vont être mentionnés, Pat Ewing. Pour moi, il est derrière David Robinson. Au nombre de rebonds, il est derrière Elvin Hayes parce qu'il a quand même 1600 rebonds en ABA. Il a plus de rebonds en carrière. Oui, mais avec la ABA. Eh oui, mais bon, et tout, c'est du monstre. Non, mais c'est du monstre. Mais je disais juste que là, sur les pivots, quand on fait la liste des pivots all-time, ça n'a aucun sens. Enfin, j'aime bien tous les gars. Mais comme Elvin Hayes chez les ailiers forts, on arrive à le caser. Mais... Bien sûr, mais Moses, parfois, t'es là genre David Robinson, Pat Ewing ou Moses Malone. Enfin, t'es là genre, pardon. Enfin, non, c'est juste pas possible. Ce qui a pêché pour lui, notamment, c'est qu'il a été dans beaucoup de franchises. C'est-à-dire que tu l'as vu, enfin je veux dire, il y a des images de Moses Malone avec les Spurs, avec les Hawks, ça t'a fait marrer évidemment. On l'a vu dans tellement de franchises parce qu'il a beaucoup bougé. C'est vrai. Que c'était aussi un joueur qui était assez introverti, donc pas non plus le plus expressif, une voix un peu peu comme Elvin Hayes. Tout à fait, et donc du coup, c'est difficile de faire en sorte que les gens puissent se lier d'amitié et d'affection pour un joueur comme ça. C'est pas des joueurs spectaculaires. Et c'est pas très spectaculaire. Malone, il va à la mine. C'est un soutier, c'est du rebond offensif. C'est pas sexy. C'est des petits moves au poste, c'est des petits shoots à 3 mètres, c'est des petits hooks, tu vois, c'est ça quoi. Il n'y a pas d'énormes dunks, on n'a pas des highlights de ces mecs là qui circulent et tout, tu vois. Non, c'est compliqué d'en faire. Tu vas montrer quoi? Tu vas montrer un mec qui prend 3 fois le rebond offensif qui finit par marquer là. Non mais on est d'accord. Et résultat, en 1500 matchs à peu près en carrière, de saison régulière, et quelques en NBA, il y a 5 rebonds offensifs de moyenne, il y a 7 rebonds, donc ça vous en 7 rebonds défensifs, donc ça vous en fait 12. On est sur un 20-12 de moyenne sur 1500 matchs. Dans le plus grand calme avec 3 MVP. 3 MVP, j'essaie de faire la liste là à voix haute. Il y a du LeBron, Karim, il y a du Jordan. Tim Duncan. Non, il y en a que 2. Shaq. Non, il en a qu'un. Non, il y en a qu'un. Shaq, il en a qu'un. Bird. Et MVP, c'est ça aussi, il en a qu'un, quoi, Shaq. Bird, il en a que 2. Bird, il en a 3 pour moi, 3 fois de suite. Ah oui, c'est ça, c'est 2 MVP finales 3 fois de suite, ouais. Magic, non, Magic, il en a 3. 2, je dirais. Ouais. Non, mais Moses fait partie de la clique en fait. Les mecs qui sont 3 fois de MVP de saison régulière et 1 fois MVP des finales. Parce qu'il y en a qui ont été aussi MVP de saison régulière mais qui n'ont pas été en finale NBA. Donc c'est juste un. Enfin, c'est un. Et comme tu l'as dit, la formation d'autres joueurs, quoi. C'est-à-dire que vas-y, Hakeem Olajuwon et tu viens, Charles Barkley et tu viens. Le mec, il a pris des mecs sous ses ailes, il en a fait la Hall of Famer, il a pris la life. Un Hall of Famer qui a pris la life avec Moses Malone, quoi. Trop de respect. Trop une légende. Franchement. C'est dommage qu'il n'ait pas justement une franchise de laquelle il doit être attiré, parce que comme tu l'as dit, c'est du Houston et du Philadelphie. On met un petit peu trop là-dessus, et donc ça empêche. Parce que Elvin Hayes, on le met à Washington.
Bah ouais, c'est là où il a joué Quand depuis même. longtemps. Il a joué vite fait au San Diego Rockets. C'est ça. Mais après, il était très fort déjà. Hein, Et ça mais- peut impacter souvent la legacy un petit peu et l'estimation des joueurs. Bah, le fait d'avoir joué à Washington, c'est clair que par exemple, Elvin Hayes, il aurait fait ce qu'il a fait aux Lakers. Ah bah, Non mais c'est con, hein. Ou aux Knicks. Tu sais ce que je veux dire? ça aurait On pu, parlerait pas de lui pareil. Ah, hein. c'est sûr. On est d'accord? On est d'accord. Donc du coup on va montrer le tableau made by Léonce. Allez. Le top 10 all-time des joueurs les plus sous-estimés, totale subjectivité. Allez avec vous ses renseigner limites. sur ces garçons. Tout à fait. Et surtout, Dites-nous. proposez-nous les vôtres. Parce qu'il y en a plein aussi qui regardent la NBA actuelle et qui ont grandi avec des joueurs qu'ils considéraient sous-estimés. On a parlé des Mike Bibby, des Baron Davis, des mecs aussi qui ont traversé nos ères récentes, là, les années 2000. Les mecs aussi avec qui, très important, vous avez joué contre eux sur NBA 2K, ils vous ont toujours mis la tollée. Gerald Wallace, Ouais, les gars, vous ouais. avez pris la sauce, non? Non, moi c'est Brandon Jennings. Brandon Jennings, Brandon Brandon Ellis, c'est Jennings, qui vous c'est mettez la l'enfer. pâtée sur Brandon 2K? Jennings, Chris Bosh. Grave. Gerald Wallace, Chris Bosh, très chiant. Charles Wallace, avec Léonce, quand on jouait, on le prenait toujours ouais, dans notre ça. équipe. Monta Du coup, il nous mettait pas la misère, on le prenait dans notre équipe. Monta Ellis. Monta Ellis et Brandon Jennings et Chris Bosh. Le gros, là, il te mettait toujours les trois. Le gros Ouais. Bah, Chris Bosh. Non, Non. un grand blanc, là. Ralph LaFrenz, Non. Un grand blanc. Dirk Nowitzki. On Non, rappelle plus. on verra les gros qui chutent à 3. Dans tous les cas, n'hésitez pas à balancer votre petit top 10. Évidemment, on se retrouve bientôt pour un nouveau top 10. Semaine prochaine, petit plan à 3. On vous fait plein de bisous. Allez, ciao, Bonne ciao. semaine, à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.